Je vous propose donc de passer à la diffusion de la vidéo sur la présentation du cluster éco-construction à Namur. Je salue aussi Caroline Brou et Hervé Jacques-Poskin qui pourront nous en parler et qui pourront répondre à vos questions sur ce projet. Et je passe tout de suite la vidéo en diffusion. Alors le cluster est rentré dans ce projet pour faire la promotion de la construction paille qui est très peu connue en région wallonne. Ce bâtiment-ci, c'est vraiment un exemple et une vitrine du savoir-faire des constructeurs wallons. Construction paille qui est une construction efficiente, efficace, tant environnementalement qu'économiquement, qu'en matière de santé. La paille est une très bonne option. C'est à la fois un matériau qui est largement disponible, local, il est très peu transformé, il a de très faibles impacts environnementaux et en plus il n'est pas très cher. Donc il présente quand même énormément d'avantages. Utiliser de la paille, c'est en relation complète avec ce qu'on fait dans nos entreprises. On essaye de privilégier des circuits courts, très peu de transformation et de l'approvisionnement local. L'intérêt spécifique de la paille, c'est qu'elle vient du blé, donc qui est un végétal qui, durant sa croissance, stocke le CO2 qui est stocké à son tour durablement dans le bâtiment. On a réalisé une analyse de cycle de vie du bâtiment grâce à l'outil Totem. Cet outil nous a permis de comparer ce bâtiment avec des méthodes plus conventionnelles et l'impact environnemental a pu être réduit ainsi de 40%. On peut le gérer en amont. Il faut penser en fait que pour isoler en paille, on est obligé de faire un mur assez épais. Mais c'est clair que si au stade de la conception, on a pris en considération le fait qu'on allait isoler en paille et qu'on n'est pas limité par la zone de construction, en fait c'est juste une réflexion architecturale et puis le résultat est assez convaincant. Au vu de ses nombreuses qualités, la construction paille se répand et c'est tant mieux. Dans la majorité des cas, ce sont des ballots qui sont utilisés, donc avec des dimensions fixes. C'est une très bonne solution en soi. La particularité, par contre, c'est que ça amène une contrainte en termes de dimension architecturale. C'est une contrainte dont on a pu s'affranchir ici dans le bâtiment grâce à une innovation, c'est l'utilisation de paille en vrac. Au départ, c'est beaucoup pour les maisons unifamiliales, que ce soit en autoconstruction ou en préfabrication. Depuis un certain temps, maintenant, on voit la paille utilisée pour d'autres projets, comme des écoles ou des bâtiments tertiaires, comme c'est le cas ici. Et donc, la paille s'adapte à tout type de projet architectural. La paille utilisée en construction est un matériau très dense, qui en plus est enduit, ce qui lui confère une excellente résistance au feu. Il y a même quelques exemples de casernes de pompiers réalisées en construction paille, donc c'est une solution qui leur inspire confiance. Dans une botte de paille, il n'y a pas de graines. La paille n'a pas de valeur nutritive particulière, donc il n'y a aucune raison que les petites bêtes aillent s'installer dans une botte de paille. La paille, comme n'importe quel matériau d'isolation, si elle est bien mise en œuvre à l'abri de l'eau et de l'humidité, est tout aussi pérenne, si ce n'est plus, que les autres matériaux. On s'est posé la question au début de projet et en fait on a constaté qu'avec 1% de la production paille annuelle, on pouvait construire l'équivalent de 1500 maisons individuelles. Donc il n'y a pas de concurrence avec les usages agricoles, il y aurait même plutôt un complément de revenus pour les agriculteurs. On est ici clairement dans des innovations assez importantes qui ont été utilisées dans ce bâtiment. Et en effet, la première des innovations, c'est utiliser la préfabrication en 3D pour des modules de bureau. Donc l'idée, c'est qu'on assemble les modules, on les voit ici, on les distingue par les formes de couleurs, on assemble des modules en 3D dans lesquels on vient poser toutes les techniques spéciales. Et ces modules sont acheminés sur chantier, posés avec une grue assez conséquente, mais qui permet de raccourcir considérablement le temps de chantier. C'est un système qui permet
d'utiliser des pieux qu'on va visser dans le sol qui vont servir de structure portante, donc de fondation, et qui permettent au bout du compte, si on veut un jour démonter le bâtiment, de retirer simplement les vis et de rendre le terrain sans béton comme il était au départ. Et l'utilisation de grumes, c'est utiliser un poteau naturel qui existe en forêt, qu'on a juste découpé, traité, usiné pour en faire une structure portante, donc qui permet de diminuer le coût de construction pour ce type d'éléments et d'en faire une structure portante comme on la voit ici derrière. Notre réflexion, c'est utiliser la matière la moins transformée possible, et donc le prototypage ici, l'innovation, c'est de faire un système de mur en double pot. On a une demi-grume à l'extérieur, une demi-grume à l'intérieur, et puis c'est rempli de paille, l'isolation en paille évidemment qui est prédominante dans ce projet. Et la structure extérieure est torréfiée, donc thermotraitée, assure à la fois la fonctionnalité de finition, de durabilité et de structure portante. Et ça, c'est une réelle innovation. Une autre réussite de ce bâtiment à mes yeux, c'est d'avoir réussi à développer des techniques innovantes et reproductibles, ce qui permettra que ce bâtiment ne reste pas un cas isolé. Ici, c'est un prototype, mais on est tout à fait capable d'industrialiser la production avec nos lignes de production robotisées et donc de diminuer les coûts de construction. Et on pourrait être tout à fait comparable à une construction conventionnelle. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de développer des filières locales. La même démarche qu'on a à la scierie, on travaille avec du bois local. Et donc utiliser de la paille, utiliser des isolants qui sont produits dans la région permet de créer de l'emploi, des filières locales et font sens dans l'ensemble du bâtiment.
Voilà, ben, félicitations pour ce beau projet et merci d'être là. Il nous reste un bon quart d'heure pour répondre aux quelques questions qui peuvent se poser. Alors, je vous propose de reprendre un petit peu dans l'ordre et si bien sûr vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à alimenter le chat qui est là pour ça. Alors, en reprenant dans l'ordre, j'avais peut-être il y a eu 2 questions sur le collectif biosourcé. Alors, Cyrielle y a répondu dans le chat, mais est-ce que Stéphane, tu souhaites apporter des compléments sur l'existence de ce collectif et apporter 1 ou 2 informations complémentaires? Stéphane, je ne sais pas si tu nous entends. Non, bon, on a peut-être perdu Stéphane pour le moment. Alors, attendez, hop. Bon, voilà. Ouais, je suis là. Oui, donc c'est un collectif qui est tout récent et qui est ouvert en fait à toutes les personnes qui sont intéressées. C'est une jeune structure qui promeut les matériaux biosourcés et géosourcés, locaux et vertueux, donc dans tous les projets de construction et de rénovation. Et donc, ils ont une adresse de contact qui est collectif@biosourcé-grandest.org. Et pour l'instant, le site internet n'est encore pas disponible, mais on mettra le lien pour que, normalement, il sera disponible à la fin de l'année pour que vous puissiez y accéder. On peut peut-être mettre l'adresse de contact dans le chat, comme ça les gens peuvent la copier si question complémentaire. Il y avait une question pour Christophe Aubertin de la part de Monsieur Brun, voilà, qui se demandait si le petit bâtiment bois qui était posé sur des petits blocs de granit, est-ce qu'il avait des fondations en béton ou pas? Allô, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, alors bonne question. Alors on est dans un cas particulier parce qu'on est dans les Hauts-de-Vosges, à Ban-sur-Meurthe, là près de Gérardmer, et on est en zone sismique. Donc sur un cas classique, oui, on se contente de creuser à 1 mètre et on pose nos blocs de granit que fournit la carrière du coin et qui vendent pas cher parce que ça peut être des blocs bruts sciés de face et on les empile et on est bien. Et dans notre cas précis, puisqu'on est en zone sismique, il faut qu'on fasse des tirants sismiques d'un plot à l'autre. Et donc, on est en train de voir si on les réalise, si on fait des tirants en béton ou si on fait des tirants en acier qui relient les plots. Mais dans 95% des cas, on peut vraiment fonder un bâtiment avec des blocs de pierre de cette manière. Voilà. Et j'ai vu aussi passer la technique des pieux vissés là, pour le bâtiment en Belgique. Ça, c'est une technique pour l'autre petit chalet, c'est la technique là, les technopieux là, pieux vissés. Et ça, c'est vraiment aussi une technique très efficace, quoi. De mettre ces pieux et quand on démolit le bâtiment, on les dévisse et on restitue le terrain à l'identique. Merci Christophe. Monsieur Brun avait aussi une question sur le projet justement de Namur, sur comment la paille en vrac était-elle comprimée. Voilà, si Madame Brou ou Monsieur Poskin peuvent apporter des éléments. Oui, donc comme ça s'est vu sur les vidéos, en fait, la paille, elle est posée en atelier, elle est posée à l'horizontale, elle est déversée à l'horizontale sur une des faces du mur de grume, et donc elle est comprimée avec une presse, avec la seconde face qui est posée au-dessus. Donc en fait, on comprime la paille grâce à cette seconde paroi et une presse qui vient par-dessus. Je ne sais pas si c'est clair pour Monsieur Brun. Ouais. Oui, ben je le laisserai réagir s'il veut préciser ou si ça ne répond pas tout à fait à sa question, mais je pense que c'est bon. Il y avait aussi une question donc, sur la paille et notamment l'impact sur le classement et la résistance au feu. Question qui nous est posée par Marie-Angèle Sanchez. Donc finalement, quelle est la différence entre la paille en vrac et la paille en botte sur ce critère? Donc c'est une question de densité de nouveau. Donc la compression permet d'atteindre la densité nécessaire. Et ici, comme dans les autres constructions où souvent on se retrouve avec de l'argile sur la paille, ici c'est du bois, mais on a à peu près 16 à 18 cm de bois massif de part et d'autre de la paille. Donc il y a une question aussi d'accessibilité de la paille qui n'est pas à l'air libre, évidemment. Donc cette densité plus cette protection font qu'on atteint la résistance au feu voulu. Parfait, merci beaucoup.
Une question de Monsieur Beck pour savoir si on a pu quantifier l'impact sur le tissu économique local de l'utilisation de produits et de l'appel à des fournisseurs locaux. Donc, alors, on peut déjà poser la question sur ce projet, savoir si ça a été étudié et si on a un quantitatif. Et puis, je passerai aussi la parole après à Laurie Schiff qui a des éléments peut-être plus généraux à apporter. Donc, au niveau du projet en lui-même, c'est un exercice qui n'a pas été fait, ce qui ne veut pas dire qu'il ne serait pas intéressant, qu'il ne pourrait pas l'être, d'autant qu'ici l'entreprise a toutes les données utiles. Je ne sais pas si au niveau du cluster, l'exercice a été fait ou a déjà été fait sur d'autres bâtiments. Je vais laisser Jacques Posquin répondre à ça. Monsieur Posquin, je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires. Je ne sais pas s'il nous entend. L'image a l'air figée. Oui, il y a peut-être un petit problème informatique. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Nous allons... oui, Laurie, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu souhaites apporter peut-être des éléments complémentaires sur le calcul de l'impact économique? Oui, alors comme je l'ai présenté tout à l'heure, au sein des communes forestières, on a créé un outil avec un bureau d'études, le bureau d'études Biome, qui permet en fait, en rentrant les données du projet, donc le coût, la surface, l'origine des bois, les volumes, les entreprises à qui le maître d'ouvrage a fait appel, de permettre de calculer sur le montant investi au total, le montant qui est réinjecté directement sur le territoire. Donc là, on parle bien que de la partie bois. Hein. Nous, on s'est limité à l'étude de la partie bois. Et ça permet aussi de calculer les emplois qui ont pu être maintenus sur le territoire et également le carbone qui a pu être stocké donc, dans le bois utilisé, mais également le carbone qui a été substitué de par l'utilisation du bois. On n'a pas pris en compte, par contre, tout le carbone. On n'a pas fait une analyse de cycle de vie complet avec le transport et ce genre de choses. Donc, nous, c'est les éléments sur lesquels on s'est intéressé pour calculer les retombées économiques sur le territoire avec l'usage du bois et plus particulièrement du bois local. Merci. Merci, Laurie. Je vous invite aussi il y a beaucoup de messages de félicitations dans le chat et on vous en remercie. Félicitations pour l'ensemble des démarches qui ont été présentées. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Il nous reste environ 10 minutes, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous le souhaitez. On a globalement fait à peu près le tour. Moi, je voulais juste apporter un petit éclairage parce que je crois que cet atelier prouve déjà que les démarches évoluent quand même très très vite. On est dans une dynamique très positive pour valoriser davantage à la fois les produits existants biosourcés, pour développer aussi les filières. Et je crois qu'on a démontré encore aujourd'hui qu'on le fait en parfaite complémentarité et en parfaite intelligence. Et ça, je crois que c'est une des forces de ce réseau au niveau régional, voire même au-delà, c'est qu'on partage tous le même objectif de développer ces filières et qu'on soit acteur institutionnel ou vraiment parmi les équipes justement qui concrétisent les projets, on est là pour travailler main dans la main et ensemble pour développer ces filières. Moi, je voulais juste... alors, peut-être une question aussi à l'auditoire. N'hésitez pas à réagir dans le chat, mais on voit que les filières se développent sur des produits, je dirais, qui sont soit que l'on redécouvre ou alors dont on développe les usages. On a aussi parlé du roseau, de la laine de mouton. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a là encore, il y a des acteurs qui peuvent apporter des réponses. Alors, peut-être une question complètement vague, mais quels sont, selon vous, encore les besoins qui restent pour valoriser l'usage de ces biosourcés? Est-ce que on voit qu'il y a des cartographies qui se mettent en place pour justement valoriser ces filières et montrer tout ce qui existe sur le territoire, qu'il y a des acteurs compétents qui les mettent en œuvre, qu'il y a des organismes qui sont là pour aider aussi à comprendre au mieux ces matériaux. Alors, si vous pensez... vous, public, qu'il y a encore des choses à développer ou des priorités sur lesquelles il faut que nous, on travaille, n'hésitez pas à réagir aussi dans le chat. C'est bien sûr... c'était une question qui peut permettre d'apporter aussi un éclairage sur nos travaux que l'on pourra mener prochainement.
Voilà, comme on voit que je meuble et que je rame, est-ce que monsieur Poskin, vous avez des éléments complémentaires à apporter sur l'aspect impact économique du fait d'avoir recouru à des produits locaux et à des fournisseurs locaux sur votre projet pour apporter aussi un éclairage complémentaire à la question de monsieur Becker? Je crois que l'image est de nouveau figée. Pardon, c'est dommage. Il avait réussi à nous rejoindre, donc je pense qu'il y a des petits soucis de connexion. On s'en excuse. Alors, il n'y a pas encore de réaction. Est-ce que quelqu'un souhaite aussi prendre la parole parmi les intervenants pour apporter un message complémentaire, puisque on a été assez contraint par le temps, mais là, vous avez 6 minutes 44 pour vous exprimer. Moi, je voulais redire un peu, parce que je pense que vraiment, il y a les constructeurs bois qui sont aujourd'hui des entreprises dans le Grand Est, il y a de la maison bois qui sort en grande quantité dans le coin, et je pense qu'il faut vraiment travailler avec eux pour essayer de leur donner envie de remodifier un peu leur choix de fournisseurs, même leur choix de méthode de fabrication, quoi. Je parlais de l'ossature bois en planche et du montant d'ossature bois en massif local, c'est des volumes gigantesques. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi un axe à redévelopper, même si ça peut paraître un peu étonnant pour eux qui ont pris des habitudes, mais je pense qu'il faut retravailler là-dessus. Et puis, il faut aussi donner envie, et je pense que les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés ou publics, leur expliquer la traçabilité, faire des fiches traçabilité des produits du bâtiment, c'est vraiment quelque chose à valoriser, qui peut être affiché dans le bâtiment ensuite et expliqué aux visiteurs. Ça intéresse. Merci Christophe. Par contre, on ne vous entend pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un souci de micro ou... Non, malheureusement. Alors, je ne pense pas être le seul. Je ne vous entends pas. Sinon, peut-être, n'hésitez pas à réagir peut-être dans le chat si vous avez quelques éléments à apporter par écrit. Comme ça, je me permettrai de faire le relais aussi à l'auditoire. En attendant, une question de Madame Poisson sur le recours au bois local permet-il d'être moins impacté par la hausse mondiale du prix du bois? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut apporter un petit éclairage. Oui, je peux si tu veux. Vas-y, Jérôme. Oui, en effet, merci Thibault. Oui, en effet. Alors, il y a deux éléments déjà. D'une part, cette hausse du prix du bois qu'on a vue là depuis bientôt 1 an, qui est vraiment due à un dérèglement mondial, suite à la problématique Covid, suite au plan de relance, etc., etc. On voit que les prix du bois en France ont beaucoup moins augmenté que sur les prix internationaux. Ça, c'est déjà une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est très conjoncturel, comme je le disais, suite Covid, plan de relance, etc. Et qu'on voit que les choses commencent déjà à se détendre aux États-Unis et au Canada, en Amérique du Nord, de là où c'est parti, d'ailleurs, cette affaire-là. Les prix sont déjà redescendus au niveau d'avant-crise. Donc on peut imaginer que sur le marché européen, ça va suivre la même tendance. Et même, je dirais même, on risque d'avoir le retour de bâton de cette situation-là, avec peut-être au contraire des problèmes pour nos entreprises dans les mois qui viennent, avec peut-être des prix justement qui seront trop bas ou pas suffisamment rémunérateurs. Je confirme aussi ça. Moi, j'ai eu le cas sur plusieurs chantiers. Clairement, des factures sur les hausses des prix à 95%, tous les produits transformés, manufacturés, le CLT, qui proviennent de loin, les CLT, les poutres lamellées-collées, les panneaux, l'OSB. Et j'ai des chantiers, ceux-ci là qui sont en planche et en bois local, 0 augmentation. C'est simple, le forestier du coin, il a ses grumes, il continue à acheter ses grumes, à les scier, rien n'a changé. Donc, les scieries françaises ont vraiment joué le jeu en travaillant à 120%. En France, 120% d'activité, elles font des heures supplémentaires, etc., pour assumer la
la réponse à ce besoin, quoi. Et ça se ressent finalement en effet assez peu sur les prix au niveau français. En tout cas, sur les prix de bois, comme tu l'as dit, de bois local. Voilà. Je me permets peut-être de compléter sur le dossier. Donc, nous, en région Wallonne aussi, en tout cas, ici, le bâtiment qu'on a présenté, c'était l'entreprise qui a construit, a aussi une scierie en interne. Et donc, eux aussi nous ont confirmé qu'au niveau des bois, quand on prend du bois local et qu'on a, au niveau de la scierie, il n'y a pas de hausse de prix. Et par ailleurs, comme il y avait cette volonté de transformer le moins possible, ça rejoint ce que M. Aubertin disait aussi, mais comme il y a la volonté de transformer le moins possible, du coup, les coûts sont d'autant plus réduits, je vais dire. Parce qu'ils retravaillent le moins possible le bois pour avoir le moins de déchets possible. Et peut-être aussi en complément, ce sont les bois locaux, mais vous parliez de comment promouvoir, etc. Je pense qu'en termes de visibilité, il y a non seulement toute une série de matériaux qui ont besoin d'une cartographie, mais aussi toute une série d'entreprises. On a beaucoup d'entreprises de qualité qui ne sont pas nécessairement ceux qui ont les plus gros budgets à dépenser de la communication. Et donc, en termes de qualification, ça y est, c'est plutôt la visibilité dont ils ont besoin. Bon, merci beaucoup pour ces réponses. Voilà, on va bientôt pouvoir clore la session. À moins qu'il y ait une autre intervention. Monsieur Poski nous a répondu dans le chat et je le remercie. Christophe, vas-y, oui. Je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Caroline sur la communication de ces entreprises, et je pense que c'est là-dessus où on peut offrir un soutien, c'est essayer de fédérer peut-être les petits producteurs dispersés sur le territoire qui n'ont pas les moyens et pas la culture de la communication, et de leur offrir les assister pour faire une communication qui valorise ça, qui au travail qui a été fait dans le domaine de l'agriculture ou de la restauration, de la gastronomie, surtout toute la valorisation des producteurs locaux qui travaillent de manière propre et engagée. Voilà. Merci, oui. Alors, on travaille effectivement aussi à la valorisation de ces entreprises, aussi avec la thématique du recrutement, parce que ces entreprises ont aussi du mal à trouver des personnels et on est là pour les valoriser et montrer que ces métiers ont un réel avenir pour les personnels de demain. Il me reste 8 secondes pour vous remercier toutes et tous et remercier aussi Envirobat pour l'organisation de ce congrès qui répond à toutes les demandes. Merci à tous et puis je vous souhaite une excellente continuation dans la poursuite de ces ateliers pendant 3 jours et puis au-delà, on reste à votre disposition. Bon après-midi. Merci. Thibaut, bon après-midi. Au revoir. Au revoir Thibaut. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.